J'ai souvent dit dans ma vie, « Ah, tu m'as tout lâché ça pour m'aller travailler chez Hydro-Québec. » L'innovation vient avec le chaos. Puis même mentalement, j'ai fait un gros burn-out. Là, j'étais plus capable. J'ai été élevé quand même assez, je veux dire, durement. Un président d'entreprise, c'est comme un dépotoir à problèmes. Là, j'ai fait des erreurs. Si je pouvais réécrire mon histoire, je pense que je le ferais différemment. Louis Morissette, bienvenue sur le Startup Podcast. Ça va bien? Ça va super bien. Merci de m'accueillir, les filles. Ça fait plaisir. Merci à toi de nous offrir de ton temps. On sait que tu es bien occupé. Fait qu'on est chanceuse. On est excités que tu sois ici aujourd'hui. Tu es le fondateur, le cofondateur, le président de Groupe KO, oui, qui produit plusieurs choses. Puis tu portes, on va en parler à travers l'épisode, et tu portes différents chapeaux, humoristes, philanthropes. La liste est quand même longue aujourd'hui. C'est lequel ton favori? Mon favori, je dirais scénariste. Oh! Écrire, c'est ce que j'aime le plus. Écrire, c'est ce que tu Est-ce que c'est ça qui occupe le plus de ton temps? Malheureusement, non. Je dis malheureusement. Malheureusement parce que c'est ce que je préfère, mais je fais d'autres choses très le fun aussi. Là, présentement, je suis en tournée de spectacle encore, donc ça, c'est sûr que ça me prend du temps. Non seulement les spectacles, mais le voyagement autour des spectacles. Gérer l'entreprise me demande du temps. Puis là, tu vois, là, dans les prochaines semaines, je vais faire un film. Fait que là, je sais que je suis parti comme 1 mois, 5 semaines, là, où je vais être comme acteur. Fait que c'est ça. Fait que dans la prochaine année, comme interprète, ça me prend beaucoup de temps. Je suis content de le faire, mais je vais avoir hâte aussi de revenir à écrire. Ouais. Écrire, créer, en fait. Tout ce qui est créé. Fait qu'on peut écrire des films, on peut écrire des séries télé, on peut créer une compagnie. Tout ce qui est créé, avoir une idée, comme le Café Tréma qu'on a parti récemment, ben c'est créer une entreprise. Fait que c'est de la création. Tu as un diplôme en commerce international et marketing. Comment est-ce que ces études-là ont influencé la carrière que tu vis aujourd'hui? Parce que là, tu viens de le dire, tu aimes créer, justement, c'est ça, finalement, ta passion. Mon moteur. Ton moteur. Fait quel impact ces études-là ont eu sur ta carrière? Est-ce que tu croyais que tu allais devenir un homme d'affaires, un humoriste, tout ça? Homme d'affaires, oui. Humoriste, non. En fait, moi, je pense pas que... Les gens me parlent souvent du cours. Toi, t'étudiais? J'étudie. T'étudies là, t'es où présentement? À l'Université de Sherbrooke, en admin. Camille? Moi, j'ai un DEP en coiffure, puis Startup Podcast, c'est mon MBA. Ben c'est ça. Fait que mon point étant, il n'y a pas de façon réellement d'entrer, je pense, dans l'entrepreneuriat. Puis, d'arriver en entreprise, il y a différents chemins. Puis je sais pas si Camille, tu as un complexe des fois par rapport au fait que... j'ai un énorme complexe à chaque fois que quelqu'un me parle de quelque chose. Mais là, j'ai appris à poser toutes les questions. Ben, tu fais bien. Mais je vais essayer de t'en l'enlever un petit peu. Parce que moi, c'est sûr que le fait que j'ai étudié en commerce international et marketing à l'Université McGill, les gens, des fois, font comme « OK, c'est pour ça, c'est parce que toi, tu as étudié là-dedans. » Oui et non. C'est plus... Je me souviens pas de tant de choses, à part avoir appris l'anglais. Là, je me souviens pas de tant de choses de mon bac, on dirait. Mais j'ai grandi, par contre, dans une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, mes oncles étaient entrepreneurs. Fait que j'ai eu beaucoup de gens qui ont parti des entreprises autour de moi, à partir ou gérer des entreprises autour de moi, même très jeune. Ce qui fait que c'est la discussion business, langue, tu sais, quand tu as un père qui te parle de plan quinquennal quand tu as 15 ans, ça te permet de voir les choses différemment. La compagnie de mon père était publique en bourse. J'étais adolescent. Fait que, tu sais, je suivais ça dans le journal. Donc, il y a plein de choses qui s'inscrivent dans ta tête, dans ta façon de voir les choses comme un entrepreneur. Tu sais. Ça s'adresse à qui? Qui va venir? Pourquoi? C'est quoi mon avantage par rapport à l'autre? Comment je fais ma mise en marché? Comment je vais le vendre? Ça, c'est des aspects, je pense, qui, à un moment donné, deviennent instinctifs avec le temps, puis que c'est pas relié à ton cours. Parce que je connais plein de gens qui ont étudié avec moi, qui sont super bons, qui étaient meilleurs que moi à l'école, mais c'est pas nécessairement les entrepreneurs. Pour gérer une entreprise, c'est peut-être pas les meilleurs non plus. Ils sont bons en finance, ils sont bons en comptabilité, ils sont cartésiens. Moi, je suis pas un bon gestionnaire. Je suis pas un si bon gestionnaire. Je suis un bon entrepreneur. Je peux avoir des idées. Comme gestionnaire, je suis pas toujours le meilleur. Tu dirais-tu que ton début de carrière, tu t'es mis toi-même en marché? Mais complètement. En fait, les artistes
les artistes, souvent, ont peur de parler d'affaires. On a l'impression que ça fait d'eux des guidounes qui veulent juste se vendre ou je sais pas quoi. Tu sais, là, j'image un peu, là, mais... Puis, je dis souvent, un artiste, c'est un service. Faut que tu te rendes à la population. Tu as un salon de coiffure, j'ai un spectacle à vendre. C'est la même affaire. Quand j'arrive dans le marché, que ce soit en Estrie, à Québec, à Montréal, à un moment donné, je fais une stratégie de dire comment le message se rend aux gens pour qu'ils achètent un billet. Faut que tu utilises tes réseaux sociaux, tu utilises les médias plus traditionnels, mais tu dois te mettre en marché. Puis même les artistes de gauche qui jugent ça, le font par leur look, par ce qu'ils disent pas sur les réseaux sociaux, avec qui ils se tiennent pas, de façon qu'ils vont s'exprimer. Il y a une réflexion de branding puis de mise en marché toujours derrière, même si elle n'est pas consciente. Est-ce que la tienne est consciente? Est-ce qu'elle a toujours été consciente? Moi, en fait, dès le début, puis j'ai fait plein d'erreurs là, parce que j'avais pas nécessairement la maturité pour adapter. Quand j'étais jeune, je voulais beaucoup. Fait que, puis je m'étais dit, OK, moi, je vais essayer d'être le plus vrai puis le plus authentique possible, puis je jouerai pas de game. Puis ça se peut pas vraiment. À un moment donné, tu te fais trop d'ennemis rapidement. Parce que ce que je dis maintenant à des plus jeunes, quand je les rencontre, des jeunes créateurs ou bien dans d'autres contextes, des fois, je fais des conférences là, pour la jeune chambre de commerce ou des choses comme ça. Tout le monde joue une genre de game. Tout le monde joue sa game. Si tu veux pas jouer la game puis tu joues juste dans ta track, le problème, c'est que, pour prendre une analogie de sport, c'est que tout le monde est sur la glace en train de jouer puis toi, tu vas être dans les estrades. À un moment donné, tu peux pas gagner si t'es dans les estrades. Fait qu'il faut que tu embarques avec les autres puis d'essayer de rester près de tes valeurs, mais en même temps, de faire attention à comment tu t'exprimes par rapport aux autres, comment tu communiques ton message aux autres, respecter la parole des autres, pas forcer ton entrée à quelque part. Tu sais, ça prend une forme d'arrogance, je pense, dans l'entrepreneuriat. Mais si elle est trop grande, ben là, elle va devenir rebutante, elle va devenir chiante pour les autres. Fait qu'il faut que tu l'aies, faut que tu aies une confiance en toi, mais pas trop. Faut que tu écoutes quand même. Fait que tu peux pas écouter tout le monde, mais tu te prends quelques personnes, tu dis ça, c'est mes personnes ressources, puis je vais les écouter. Parce que tu peux pas, si tu écoutes tout le monde, tu feras jamais rien, mais si tu écoutes personne, tu vas te casser le nez. Ça vient d'où ce désir d'authenticité, de transparence? Parce que tu as nommé tantôt que quand tu étais plus jeune puis que tu lançais ta carrière, tu avais déjà ça en tête, puis on peut tous s'entendre pour dire que, tu sais, encore aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se ressent de ta personne. Oui, j'essaie de le garder. D'où ça vient? Je sais pas. Mes parents sont pas mal comme ça. Ma soeur est comme ça. Fait que ça doit être notre éducation, ça doit être dans nos gènes. Mais moi, j'ai tout le temps... Si quelqu'un ne m'aime pas aujourd'hui, ou il y en a plein, là, ou pas d'accord avec moi, si au moins j'ai été conséquent avec ce que je pensais, puis que je suis capable de l'assumer, puis de dire à la personne dans sa face, « Oui, je trouve que c'était mauvais », ou « Je trouve que ce moment-là, là, t'as été un plein de marde. » Ça me dérange pas. Moi, tu t'as dit à quelqu'un que j'étais un plein de marde? Oui, t'es un plein de marde. C'est ce que t'as fait là, c'est terrible. Fait que je me cacherai pas. Puis je sais que ma femme a plus de difficulté avec ça, les conflits. Puis il y a plein de gens dans la vie qui n'aiment pas les conflits. C'est correct. Fait que des fois, il y a des situations où je vais dire à quelqu'un, non, ça, je trouve ça vraiment poche. T'as tort. Et là, elle vient tout mal à l'envers. Tu fais comme, non, mais je le pense fondamentalement. Donc, j'ai toujours été comme ça, sauf que, tu sais, mettons que dans la vingtaine, des fois, aujourd'hui, je dis la même chose des fois que je disais quand j'avais 27, 28 ans. Je dois le dire mieux, ce style, mais mon sujet ou mon opinion est la même. Sauf que quand tu as 27, 28, 29, 30 ans, les gens te regardent, font comme, t'es qui, toi? T'as rien fait. Fait que, si t'as à refaire, j'irais plus délicatement et je garderais mon authenticité, mais avec une forme de... Je serais plus diplomate.
Disons. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire des choses un petit peu plus carrées parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, j'ai 50 ans. Une expérience. Puis j'ai de l'expérience. Puis je suis capable d'asseoir ma réflexion derrière. Mais telle affaire, je l'ai déjà fait. Puis ça ne marchera pas. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà essayé. J'ai quand même une série de preuves qui viennent avec mes affirmations. Tu peux te backer un peu, là. Je peux me backer, en bon français. Mais on dirait que, moi, tout ça, l'espèce d'histoire d'authenticité, puis tout, c'est quand même confrontant au quotidien. Comment tu le vis quand tu confrontes quelqu'un? Ou plus jeune, comment tu le vivais? Ah, plus jeune, je le vivais, j'étais très, très frontal. Tu sais, je me suis déjà pogné avec des patrons, là, tu sais. Ça sortait, dans le fond, là. Tu y pensais même pas. Je pensais même pas. Je m'assois dans le bureau, je disais, votre stratégie est mauvaise. Puis là, tu es comme, ouais, tu sais. Ça se pouvait pas. Aujourd'hui, ben là, je pense souvent la même affaire, mais je vais rentrer, je vais dire, OK, je pense qu'il faut qu'on parle. Tu sais, je l'enrobe un petit peu pour expliquer mon point. Puis dire que je pense qu'on veut tous gagner ensemble, puis on devrait faire les choses différemment. Fait que, j'ai jamais beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, j'ai réfléchi. En fait, les ressources humaines en général, c'est pas une chose dans laquelle je suis super bon. J'ai appris, je me suis amélioré énormément. Mais à 30 ans, jeune trentaine, j'étais très pas bon. Mais quand j'ai fondé KO, j'ai pas eu le choix de m'améliorer. Parce que là, j'ai appris à... Quand tu es le patron de certaines personnes, ça change la donne. Tu le vois dans le regard des gens. Tu peux plus péter un câble comme je le faisais quand j'étais jeune. Je peux plus... Tu sais, quand tu es un artiste puis que tu as juste ta petite personne, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas ton affaire, tu claques la porte, tu lances ta casquette, pas content, les gens font comme « OK ». Quand tu es président d'une entreprise, tu rentres, tu claques ta porte, tu pitches ta calotte. Là, les gens autour sont comme « OK, on va fermer, là. Ça va pas bien. » Fait que là, tu t'envoies un très, très mauvais message. Puis il y a des gens qui... Moi, j'ai appris que les employés, souvent, ils doivent être rassurés. Un entrepreneur a une tolérance au risque qui est différente. Quand tu décides que tu te lances en affaires, tu acceptes un risque. Tu acceptes qu'il va y avoir des hauts et des bas. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a des personnes, mettons, qui dans le bureau, qu'eux autres, ils ont besoin du cadre. Ils ont besoin de savoir que c'est stable, que c'est quoi leur définition de tâche, puis ça va-tu bien, ça va-tu pas bien. Fait que quand tu joues trop avec cette affaire-là, où il y a comme une espèce de volatilité dans l'entreprise, ça déstabilise beaucoup trop les gens. Fait que j'ai appris à me calmer puis à parler à certaines personnes, mais pas ventiler à tout le monde, tu sais. Quel type de gestionnaire t'es aujourd'hui? Est-ce que tu as une structure en place qui te permet de gérer moins de monde ou t'en gères beaucoup puis tu t'es amélioré? Je me suis amélioré, mais je gère pas les ressources humaines. Je serais pas la meilleure personne pour faire ça du tout. Ça me prend une espèce de buffer, là. Il y a quelqu'un qui le fait puis qui me fait un rapport à moi. Mais je me suis amélioré surtout dans mon empathie puis dans ma compréhension de l'autre. Surtout. C'est sûr que j'ai été élevé quand même assez, je veux dire, durement. Je me suis pas fait battre, là, mais mon père, c'était pas... C'était une autre génération aussi. Là, c'est comme, t'as pas mal, tu sais. Ah ouais, avance. T'as beaucoup ça. Fait que, tu sais, là, quand t'es président d'une entreprise, il faut que tu respectes... Au début, j'étais comme... Quelqu'un me disait, je suis fatigué, là, j'étais comme... Tu sais pas c'est quoi être fatigué, là. Ben là, je suis comme... Ah ouais, OK. C'est bien beau. Tu me parleras à moi de fatigue, tu sais. Mais, à un moment donné, tu fais comme... Non. Tu peux pas le juger comme ça. On n'est pas à la même place. On n'arrive pas avec le même bagage. Tu sais pas ce que les gens vivent dans leur vie. Fait que j'ai appris à être beaucoup plus conciliant, empathique, ouvert aux autres. Ça, c'est le bout où je suis vraiment meilleur. Mais n'empêche que toutes les ressources humaines... les petites chicanes à l'interne. C'est moins ton truc. Je reste avec une patience limitée. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui fait tout ça. Mais aussi de comprendre, tu sais,
souvent, c'est parce que quand tu es entrepreneur puis que tu pars une entreprise, ta définition de tâche, elle est, en gros, là, elle peut se résumer à une ligne, là, c'est comme, faut que ça marche. Faut que ça marche. Ouais. C'est vrai. Make it happen. Fait que c'est après ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu as cet état d'esprit-là, longtemps, j'avais de la difficulté à comprendre, tu sais, mettons, le dossier tombe entre vous deux. Puis là, je fais comme, ouais, mais c'était pas vraiment mon... Moi, tu m'avais dit que je m'occupais de 1 à 9, puis l'autre, c'était de la première dizaine, toi, t'avais la deuxième dizaine. Puis là, c'était le numéro 10. Puis là, on savait pas c'était à qui. Fait qu'il est tombé entre les deux. Tu sais, je suis comme... Ben, tu l'as vu tomber, là. T'as pas ramassé. Mais... J'image un peu, puis je veux pas être condescendant, mais il y a un petit peu de ça. Des fois, les gens sont comme moi, mais ça, c'est à moi, puis ça, c'est à moi. Puis là, ça tombait. Quand tu es entrepreneur, tu ramasses toutes les balles. Ben, un président d'entreprise, c'est comme... Souvent, c'est un dépotoir à problème. Ça part, là, puis quand ça marche, tout le monde le règle. Quand ça va bien, tout le monde le règle. Quand ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ça descend. Puis là, à un moment donné, ça finit sur ton bureau. C'est un entonnoir à quelqu'un. Fait qu'à un moment donné, il y a des journées, tu fais comme, wow, je fais juste gérer de la merde. Puis quand la personne a fait comme, non, mais moi, c'était pas de la merde dans mon département. T'es comme, j'en règle combien, moi, de merde qui sont pas dans mon département, techniquement. Moi, je suis supposé faire du développement d'affaires. Fait que, tu sais, t'apprends que les gens ont besoin d'être rassurés. Ça, puis le fait de, ce qui vient avec ça, c'est que tu fais juste du problem shooting. Tu fais juste comme régler des problèmes. Fait que tu parles aux gens pour régler un problème. Tu parles aux gens quand ça va mal. À un moment donné, avec le temps, souvent les gens ils finissent par dire « Mais je te vois juste quand ça va pas bien. » Ou « Je te vois juste quand t'es fâché. » Parce que si ça va pas bien, des fois, ça se peut que je sois fâché. Fait que j'ai appris aussi à des fois juste aller voir les gens puis dire « J'ai vu telle émission hier. » C'était vraiment bon. Il y a un mais. Mais telle affaire, je l'aurais fait plus vite. Ou mais telle tonne, je suis pas sûr. Pas de mais. Je me dis pas de mais. Juste à aller dire bravo. Juste à aller dire je suis vraiment fier. Parce qu'ultimement, c'est ça que je suis. Content et fier. Il n'y a pas de perfection. Fait que j'essaie de parler aux gens dans des contextes différents. Parce que souvent, les gens, à un moment donné, me disaient, là, quand j'entends juste ton petit pas arriver, là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? T'sais? Puis ça, ben, c'est quand même pas une situation le fun. Mais je relate tellement à ce que tu dis parce que c'est ce que je me fais reprocher beaucoup. Puis moi, je suis une fille de détails. Puis je vais dire toujours le détail négatif. Puis, mais au final, moi, je me sens pas que c'est négatif. Je me sens comme si j'étais fière, mais il faut quand même que je le dise à quelque part. Comment t'as réglé ça? Qui t'a aidé? Ben, qui m'a aidé? L'équipe autour de moi au bureau, là, je dirais, premièrement, en me le disant. Il y a aussi le fait que pendant... Là, on était en train de changer notre système, là, mais jusqu'à tout récemment, les employés au bureau, ils ont leur évaluation, mais à la fin de leur évaluation, ils ont le droit d'évaluer aussi le management, de donner leur perception du management. Puis ça, c'est quelque chose qui revenait souvent, cet aspect où on le voit pas assez, on le voit peu, puis quand on le voit, il est beaucoup dans les problèmes. Fait que ça, j'aimais pas ça. Fait que j'ai décidé de m'améliorer. J'avais le désir de m'améliorer constamment, en fait, là, mais justement à ce niveau-là. Parce que c'est tellement dur de garder les employés maintenant. Puis les bons employés, les employés clés à plus forte raison. Puis le salaire n'est plus la seule réflexion. Non. Il y a une question d'argent, mais il y a une question d'ambiance, de relation. Ça reste qu'on passe plus de temps à dealer avec des humains qu'à faire de la business avec des humains. 70% des gens quittent à cause de l'environnement de travail et non à cause du salaire. Fait que ça appuie totalement ce que tu dis. Mais à l'opposé, c'est quoi ta plus grande force en tant que gestionnaire, en tant que leader? Ma plus grande force, je dirais que je pense que je suis un bon gars d'équipe. Je suis vraiment un bon gars d'équipe. J'aime penser que je suis un bon gars d'équipe. On pourrait revenir sur le leadership, par exemple, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Parce que quand tu veux très jeune, en tout cas, je sais que moi, j'avais une perception du leadership où tu dis, je vais arriver avec une vision, puis je vais
Tu sais, je vais agir comme un leader. C'est bien là, d'agir comme un leader, mais le leadership, c'est pas quelque chose qui se force. Fait que puis si tu le forces trop, T'as tu vas- l'air de le forcer trop. tu vas briser quelque chose. Tu vas taper sur le rognon des gens. Le leadership, c'est quelque chose que le groupe te donne. C'est pas quelque chose que tu imposes. Fait que ça aussi, j'ai appris des fois. Puis la façon de le faire, je pense que c'est en écoutant plus les gens. Tu sais, tu leur dis pas quoi faire. Tu peux leur présenter une vision ou un plan que tu as. Mais après, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais pour vrai, pensez-vous que j'ai oublié des affaires? Ou pensez-vous que c'est la bonne affaire? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Il y a tout le temps de très, très bons points, puis tu as tout le temps oublié quelque chose, tu sais. Fait que, puis à partir de ce moment-là, ils se sentent impliqués dans le processus. Fait que ça, mon leadership, j'ai appris à l'adapter, je dirais. Puis après, ben, une de mes grandes forces, je pense, c'est de m'entourer de gens plus forts que moi. Partout, je l'ai dit au début, je suis pas le meilleur gestionnaire parce que je suis très émotif. La compagnie est rendue quand même assez large. Fait que du magazine Elle Québec à un film d'auteur, ça ne demande pas la même personnalité, mais ça ne veut pas dire que je suis la meilleure personne sur chaque dossier. Fait que dans chacune des entreprises, des divisions que je préside, j'ai des associés et des partenaires qui sont meilleurs que moi, généralement. Ben, ça fait bien du sens. Il y a tellement d'entrepreneurs Vraiment. qui nous donnent cette réponse-là, c'est Ouais. de savoir s'entourer. Sauf que, ouais, mais c'est le piège numéro 1 des entrepreneurs. Ils le font pas. Puis des fois, ils le disent, puis ils le font pas. Ils s'entourent d'amis, ils s'entourent de famille, ils s'entourent de gens pour avoir raison. Puis, je comprends, parce que c'est pas mal moins long. Puis tout le monde ramasse un bon salaire. Mané, si ça se pète la gueule, c'est pas de ta faute. C'est là-bas, c'est Gérard qui avait décidé qu'on allait là. Mais j'en ai tellement vu d'entrepreneurs comme ça qui s'entourent. C'est péjoratif de dire des yes men, là, mais c'est souvent ça, là. Des bonhommes d'une soixantaine d'années qui se sont entourés de chums de gars incompétents, là. Je compte plus le nombre. Puis je dis des gars, là, parce que c'est une génération où il y avait beaucoup plus d'hommes. Puis des hommes, j'ai rencontré pas mal plus d'hommes incompétents que de femmes incompétentes dans ma vie. Pas parce que vous êtes des femmes, c'est juste que... Mais il y en avait plus à cette époque-là, simplement. Il y en avait plus, puis les femmes qui se rendent au top, Mané, ils le font pas par chance. Un gars qui se rend au top, oh ouais, il peut le faire là, juste parce que Ouais. il est excellent dans les tournois de golf. il maîtrise le relationnel. Mais fondamentalement, il n'est qu'une vitrine. En arrière, il est poche, là. Fait que toute cette patente-là d'entrepreneurs qui ont entouré leur body, c'est le gros piège. En même temps, comment t'as fait pour trouver des gens qui te challengeaient? Parce que quand t'as une forte personnalité, moi, personne me challenge jamais. Moi, j'aime tellement ça me faire challenger. Claude, elle me challenge. Elle est comme, là, tu fais pas ça correct. Là, tu fais pas ça correct. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, des fois, je pleure. Puis je t'émotive. Puis là, ça me dérange. Mais c'est ça que je veux chez les gens. Puis personne le fait. Qui le fait? Tu sais, comment tu les trouves, ces gens-là qui te confrontent? Ben, si personne le fait, faut que tu te poses des questions. Faut que tu te poses des questions si le contexte est, est-ce que tu poses la question? Est-ce que tu ouvres assez la porte? Puis peut-être que ces personnes-là ne sont pas comme ça non plus. Tu sais, peut-être que si tu veux ça dans un contexte X, je sais pas c'est quoi. Ben, Là. peu importe dans ma vie personnelle, professionnelle, puis même les gens autour de moi, j'ai beaucoup de gens avec des fortes personnalités, puis ces gens-là se font pas confronter par leur entourage ou vont pas se faire questionner sur leur choix, nécessairement. Ah, ben, écoute, je n'ai que ma réponse à moi. Ouais. Ce n'est que... C'est un compte. Je pense que c'est un climat que tu installes. De juste comme avoir un dossier, là, puis que le monde discute, puis d'arrêter. Puis des fois, moi, je vais me tourner vers quelqu'un là, qui est la nouvelle cour d'eau qui est rentrée il y a 2 mois, pour faire comme... Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je veux savoir ce que t'en penses. Puis là, des fois,
Elle le saura pas, mais à d'autres moments, elle va faire comme... Ben moi, je me souviens d'avoir vu telle affaire. C'est comme, OK, c'est cool. Parce que aussi, j'ai 50 ans. Fait que d'avoir le point de vue d'une personne plus jeune, j'ai des enfants jeunes, mais je veux savoir ce que les plus jeunes pensent. Mais c'est vraiment un contexte. Qu'est-ce que tu en penses? Mais aussi, c'est un profil d'embauche, là. C'est arrivé, là, quand on a parti le magazine Véro, on s'est retrouvé que cette affaire-là, il y avait une petite équipe, on a fait nos premiers meetings, puis là, on a parti ça, puis là, je retournais dans mon bureau, je faisais comme, il y a quelque chose qui va pas du tout, là. Je suis pas supposé, moi, caler des shots pour un magazine féminin. J'ai lu le Sports Illustrated dans ma vie, c'est tout. Fait que je suis pas supposé, là. C'est pas normal. Fait que là, je suis allé chercher une personne qui est devenue vraiment la patronne. Même si j'étais le président. Je peux être président, mais je suis zéro dans les opérations. Puis en télé, ça, je suis plus présent, mais j'ai des associés forts, là, des gens qui se trouvent des emplois de même, partout. Fait que mais puis là, c'est important, moi, que... Puis je pense qu'il y a personne qui se gêne vraiment à me dire... Mané, tu le vois dans leur face aussi, là. Oui. Tu sais, c'est quoi un vrai oui ou un ouais? Là, tu vas creuser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ouais? Ouais, toi, tu leur demandes aussi. Je leur demande. Finalement, comme tu dis, t'instaures ce climat-là alentour de toi, c'est une communication transparente, on se dit les vraies choses. Puis il se choquera pas. Non. Puis il m'en reparlera pas pendant 6 mois, là. C'est ça, exactement. Fait que, premièrement, vous êtes combien chez Groupe KO? À peu près. Permanent, une centaine. OK. Ben après, il y a les pigistes, là, je veux dire. Quand on commence un film, on se retrouve à être 75, là, pour une période de temps. C'est ça. C'est un univers quand même unique, là, parce que justement, beaucoup de pigistes, puis tellement de productions récurrentes, là, où je vais en venir, c'était les émissions, les magazines, tout ça. Vous avez beaucoup, j'imagine, de deadlines. Comme, tu peux pas vraiment te pogner le beigne, là. Pas tant. Parce qu'il y a toujours un nouveau quelque chose qui doit sortir. Tu sais, je pense à un magazine, je me dis, c'est énormément de charges de travail. Puis si tu as une semaine qu'il y a quelqu'un qui va moins bien dans l'équipe, comment vous gérez ça? Parce qu'il y a des trucs à livrer rapidement. Ben encore là, je vais être super honnête, les gens qui sont... Tu prends l'exemple du magazine, ben les gens qui sont en charge, que je ne suis pas, ben là, c'est une petite équipe. Fait qu'il y a quelqu'un qui prend le slack, là, c'est comme... Chez Startup Podcast, on aime creuser un peu plus loin. C'est pourquoi on a décidé d'aller voir ce que les locataires de chez Logis Expert en pensent réellement. Résultat, on a découvert 519 avis Google et, accrochez-vous, les témoignages sont assez unanimes. On va lire un témoignage d'un premier locataire qui écrit « J'ai fait affaire avec plusieurs compagnies de gestion ces dernières années. Logis Expert est de loin la meilleure. Service impeccable, employés courtois et rapidité d'exécution, je recommande. » Un autre partage son expérience après 1 an dans un logement signé Logis Expert. Super insonorisé, prix raisonnable et surtout, ils sont ultra réactifs. Ils font des améliorations sans exagérer sur les hausses de loyer. Merci. Quand on parle d'entrepreneuriat immobilier, la réputation, c'est tout. Logis Expert ne se contente pas de construire des immeubles, ils bâtissent une relation de confiance avec leurs locataires. Vous voulez savoir comment l'expérience peut être simple, humaine et efficace? Visitez le lien en description et vous allez comprendre pourquoi les gens donnent 5 étoiles. De retour à notre épisode. Oui, il y a des burn-out, il y a des enfants malades, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Fait qu'en équipe, tu finis par... Puis tu prévois aussi des fois. Tu as des articles, puis tu as des papiers en banque, comme qui peuvent remplir des trous, là, tu sais, quand il arrive un problème. Fait que c'est comme... De là, avoir des gens qui ont été habitués de le faire pendant des années. Ma partenaire, c'est Sophie Benford. C'est la top au Québec. Fait que je dirais pas comment... Tu sais, on peut discuter d'alignement stratégique, mais comment le faire? C'est elle. Ben oui. En télé, comment le faire? Oui, je m'y connais plus. Comment on va remplacer des textes, des auteurs, réalisateurs, réalisatrices? Ça, je vais être en meilleure position. Mais comme là, on développe toute la balado, puis tout le numérique. Encore là, j'ai mon opinion, je regarde, je lis, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi, là,
qui des fois me ramène un peu dans « Oh, tu penses que tu es avant-gardiste, mais t'es 2 ans en retard, Louis. » Mais en même temps, avec toutes les divisions que vous avez, je vois pas comment ça pourrait être justement une personne, en l'occurrence toi, qui sache comment toutes les gérer. Là, tu n'as pas le choix. Ah, puis je veux pas. Mais non, Non. tu dormiras pas le soir. Mais Tu je nourrir je ton veux artiste, pas. là, en Je veux, toi. mais c'est ça, parce que à un moment donné, là, on a grossi beaucoup, mais pendant ce parcours-là, c'est quand tu es dans le milieu, quand tu es une petite entreprise, on était 10 employés, c'est pas pire. Je pouvais tout faire. Je pouvais être sur tous les dossiers. À 100, là, c'est correct, je peux déléguer. On a les revenus pour déléguer, puis je peux faire vraiment une réelle présidence. C'est le 25-30 employés. Où est-ce que tu n'as pas encore assez de profit puis de revenus pour te payer la vraie bonne équipe pour être autour de toi, mais tu as trop de travail pour superviser tout, de le faire comme tu le faisais quand tu étais plus petit. Et là, je me suis brûlé, là. Oui. À ce moment-là, là, je me suis brûlé entre les deux. Ça, là, je travaillais là, comme ça avait aucun sens. Puis je me suis vraiment retrouvé malheureux parce que je me disais, là, je fais juste de la gestion, je fais juste comme... Là, je suis que président, mais moi, j'ai choisi de faire ce job-là parce que je voulais écrire. Je voulais écrire des jokes, je voulais être humoriste, je voulais être acteur, je voulais être scénariste. C'est ça qui me tentait dans ce métier-là. Puis je le fais même plus. Parce que j'ai plus de temps. Fait que c'est là que j'ai fait entrer de nouveaux actionnaires. Puis j'ai dit à ma gang, moi, je pense que m'a tout vendu ça. Parce que je suis plus heureux. Puis on fait comme, laisse-nous faire une proposition sur comment on pourrait restructurer tout ça pour que tu restes et que tu sois heureux. Puis ça a fonctionné. On le fait maintenant plus en équipe. Puis moi, j'ai une vraie job de présidence. Est-ce que ça a été la période la plus difficile dans ta carrière ou non? La période la plus difficile, ça dépend à quel niveau. En tant qu'homme d'affaires, oui. Oui, je te dirais, il y a à peu près 5 ans, là, 4-5 ans. C'est comme, à un moment donné, tu peux pas toujours être 5 heures le matin à 11 heures le soir, là, puis là, je vais être capable. À un moment donné, là, c'est comme, t'as pas d'allure, puis pour ta famille, Et te le disais-tu, ton entourage, ou? Oh oui. Mon adjointe, ma blonde, mais tu penses que t'es plus... Non, vous autres, vous êtes fatigués, mais moi, je suis capable. Il y a un petit bout que tu te penses invincible. À un moment donné, tu vieillis, puis ton corps te parle, puis là, les morceaux tombent. Fait que là, tu fais comme, OK, puis mais même mentalement, j'ai fait un gros burn-out, là, j'étais plus capable, là, mais en même temps, un burn-out d'un entrepreneur. Tu l'as vécu comment? En travaillant. C'est ça. Je veux dire, Qui arrête quand il fait un burn-out, qui est entrepreneur? c'est tough, là, mais de là avoir une bonne équipe autour de toi. Il y a des gens qui m'ont aidé là, plus tard, mais tu sais, sur le coup, tu peux pas dire c'est fini, tu sais, je prends 2-3 mois. Non. Mais je veux avoir maintenant, je suis vraiment outillé pour que l'entreprise, je pense qu'elle peut rouler sans moi. Je pense qu'elle serait moins bonne, mais elle peut rouler. Je pense qu'elle pourrait rouler sans moi. Mais ça, c'est mon moment le plus dur comme homme d'affaires, mais comme interprète, comme artiste, ben, t'as vu mon spectacle, oui? T'étais pas là, c'est ta mère qui était là. Mais c'est ça, j'en parle un peu dans le show, où il y a des moments où 2004 puis 2008, là, dans 2004, 3-4, là, dans le temps que j'avais 30 ans puis que j'avais peur de rien, là, 28 ans, 30 ans, là j'ai fait des erreurs que si je pouvais réécrire mon histoire, je pense que je le ferais différemment. Ah ouais? Oui. Ça a été là la fin des mecs comiques? Les mecs comiques, à peu près, oui. Ouais. Puis t'as pris une petite pause, finalement, après ça, d'être comme toi-même. Ben, parce que l'humour, là, je veux dire, c'est nouveau que t'es de retour sur la scène. Fait que c'était-tu voulu, ce genre de pause-là? Ben, en fait, pendant les premières années moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 96. Genre, t'étais pas au monde. Non, moi, j'étais pas au monde. Moi, oui. En 96, je suis sorti de l'école de l'humour. Fait que pendant à peu près 10 ans, là, c'est ça que je faisais, plus. Puis à un moment donné, je trouvais ça, écrire des blagues, on écrivait devant des blagues là, à la radio, puis sur scène. Je trouvais ça un petit peu vide. J'avais envie d'écrire des choses
différentes. Puis là, j'ai commencé à écrire de la comédie dramatique en série. Puis ça, je trouvais ça le fun. Je trouvais que la série, là, jouer là, en tant qu'acteur, puis raconter une histoire, je trouvais ça vraiment le fun. Fait que ça, j'ai fait ça comme un autre 10 ans environ. Puis après ces 10 ans-là, cette décennie-là, ben là, j'avais comme le souhait de revenir sur scène. Fait que je l'ai fait avec Véro dans le spectacle Les Morissettes. Là, je le fais seul. Puis après, je sais pas. Tu as nommé tantôt là, la période où tu as été très fatigué, puis je veux faire un retour là-dessus. Est-ce que tu sens que ça, là, je suis invincible, puis ben pas invincible, mais quasiment, finalement, c'est-tu quelque chose que, selon toi, les hommes vivent plus que les femmes, ou selon ton observation? Non, Non. je pense pas. Je pense que c'est une question de tempérament. C'est pas une question de genre. Au contraire, en fait. Les femmes, souvent, voudront tellement pas donner raison à d'autres, puis à des hommes, notamment. Tu sais que ça va être comme « je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable ». Les femmes vont fronter longtemps, même quand elles ont mal, puis quand elles sont fatiguées, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, c'est ce que je remarque de mes observations. Maintenant, ça va casser, là, tard, mais il y avait des signes. Puis non, tu sais, c'est ça, je donnerais pas raison à des hommes qui disent que je devrais pas avoir cette promotion-là, puis que c'est pas moi qui devrais être à la tête du département. Fait que, non, je pense pas que ce soit une question d'homme, femme. S'il y a une chose, les femmes, des fois, sont je veux pas dire plus à risque, mais je veux dire que il y a tellement de gars sloppy qui réussissent à bien dormir pareil. Je trouve ça fascinant. Les filles sont moins de même. Les filles sont dans le détail, sont méticuleuses, Moi, j'adore être entouré de filles. Là. J'ai 3 associées femmes au bureau. Puis plus que ça, pour les magazines, c'est Sophie Benford, qui est une femme. Pour la scène, c'est Véronique Trépanier, qui est une femme. Puis chez KO TV, on est 5 associés, il y a 2 hommes, incluant moi, et 3 femmes. Tu veux que quelque chose se fasse, donne-le une fille. Mais pour vrai, ils sont souvent très, très, très... la balle, elle tombe moins. Mais il y a un coup mental souvent à ça. À un moment donné, tu as le goût de dire, ça, c'est pas grave. Ça, tu peux le laisser tomber. Ouais, non, mais c'est pas si grave. Mais il y a des gars qui ont compris ça vite. Elle peut tomber plus haut. C'est ce qui arrive. C'est un univers très exigeant, j'ai l'impression. Le showbiz, c'est comme ça que tu le dis? Ouais, le show business. Le show business. C'est un univers exigeant, non? Ben oui, parce que c'est souvent des horaires atypiques. Tu sais, comme Véronique Trépanier, qui, elle, s'occupe des spectacles, ben souvent, dans le jour, elle va négocier avec les propriétaires de salles, les directeurs de salles, le booker, les artistes qui ont leur dossier, la production de ce qui s'en vient dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le soir, faut avoir un autre artiste que tu vas peut-être signer, ou ton artiste qui a sa première, ou qui est en rodage. Tu as commencé ça à 9 h le matin, puis tu finis ça à 11 h le soir. Là. Puis pas une journée dans ton année. Là. C'est souvent plusieurs journées par semaine. Fait que oui, mais il y a d'autres domaines aussi qui sont très difficiles. Ça, c'est le mien. Je considère que c'est un métier exigeant, puis il est mentalement aussi exigeant, là, parce qu'il te quitte jamais. Tu sais, c'est pas vrai, là, je ferais pas ça, mais souvent, j'ai souvent dit dans ma vie, « Ah, tu m'as tout lâché ça pour m'aller travailler chez Hydro-Québec, là. » Puis, parce que ma perception de quelqu'un qui travaille chez Hydro-Québec, vous m'enverrez des mots, il va dire que j'ai tort, mais c'est que comme quand tu fermes ton ordinateur, puis que tu passes la porte, qui t'appelle vraiment, là, chez vous le soir? Quel dossier tu vas régler le soir chez vous? Non, ça va aller à demain quand tu vas revenir au bureau. Tandis que dans le show business, c'est pas mal... c'est un 7-Eleven, là. C'est 24/7, puis il n'y a pas d'heure. Puis moi, j'essaie de pas trop écrire au monde le soir pour la fin de semaine, mais j'avoue que...
Mais des fois, il faut que ça se passe. On dirait que moi, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est que souvent, être entrepreneur, on se fait dire que c'est comme travailler avec un miroir d'en face, puis là, tes défauts, ils bounce back. Puis là, il faut que tu travailles sur toi, mais être un artiste aussi. Donc, toi, tu as les deux chapeaux avec un miroir constant sur toi d'introspection, de remise en question. Est-ce que c'est ça qui t'habite ou c'est les tâches? Je suis pas sûr que je comprends bien ma question. Ouais. Est-ce que le soir, là, tu penses à aujourd'hui, telle affaire, il faut que ça soit réglé, est-ce que j'ai bien agi, tout ça, ou tu penses à telle chose, il faut que ça soit fait maintenant, il faut que ça soit fait demain? Je repense pas beaucoup à demain. Je suis à demain puis après-demain. Oui. Puis sur ma to-do list, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de checker sur ma to-do list parce que j'étais un peu TDA, là, un peu beaucoup TDA, fait qu'il faut que je me fasse des listes. Fait que c'est juste qu'est-ce que j'ai oublié puis qu'est-ce que je dois faire. Après, pour ce qui est du passé, il y a les réseaux sociaux pour me rappeler. Heureusement ou malheureusement? Ben, on parle souvent des gens pas fins sur les réseaux sociaux. Là, on leur donne souvent beaucoup de... La vitrine est grande. Il y a beaucoup de gens gentils aussi. Il y en a bien plus de gens qui te suivent puis qui t'aiment puis qui te ramènent des callbacks d'affaires que tu as déjà fait puis de ce que tu as déjà dit. Puis je fais comme, wow! Ils se souviennent de ça, je m'en souviens même plus moi-même. Les gens sont vraiment cool, là, à 90%. Mais c'est sûr que le 10, 15, 20% de gens, tu sais, des fois, ils tapent. Surtout que il y a 10% d'épais. Fait que tu peux pas t'en sortir. Il y a 10% de gens qui comprennent rien, ni du cul, ni de la tête. Fait qu'à un moment donné, t'as rien de t'obstiner qu'eux autres, là. Est-ce que toi, tu as une bonne relation avec cet aspect-là de ton travail? Quand même. Pas trop dérangé. J'ai appris que je ferais jamais à l'unanimité. Fait que ça c'est notre affaire. Tu sais, des jeunes artistes, des fois, qui arrivent dans mon bureau, puis comme... Là, il y a de quoi sur Reddit, sur eux autres, là, puis ou sur un site de monde de stars, puis ils ont l'impression que là, il faut qu'ils réagissent, puis il faut qu'il y ait une entrevue, là, rétablir les faits. Je suis comme... Demain, premièrement, tout le monde vit sa vie, là. Ce qui est bien, bien important, puis tu as l'impression que toi, tout le monde parle de ça, là. C'est une infime partie de la population qui est au courant. Les gens, ils ont leurs problèmes, leur vie, ils avancent, pensent pas à toi. Demain, on verra, OK? Si ça grossit, on verra, mais 95% du temps, ça meurt. Fait que, puis ils sont rendus sur l'autre scandale du jour, puis on s'en torche. Mais je comprends que quand t'es jeune, puis que ta mère t'écrit, là, « As-tu vu ce qu'il a dit sur toi? » Tu sais, souvent, c'est les parents qui capotent, là. Ta mère, ton père, ta soeur, ton frère. Toi, pas ma mère, là. Ma mère, c'était... ma mère, des fois, ça la froisse encore, là, mais elle s'est quand même habituée avec le temps. Moi, j'ai appris que je ferais pas l'unanimité, fait que... En même temps, pour changer les choses, il faut déranger. Je connais pas un leader connu qui dérange pas. L'innovation vient avec le chaos. Exactement. Pas chaos, là, mais le chaos. Fait que non, ça vient avec. Mais de toute façon, je le disais, il y a 10% de gens qui comprennent rien. Mais ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Puis c'est pas pour être méchant. Là, Non, ils comprennent pas. Le gars, t'as dit ta affaire. Je m'excuse, va relire. Va relire le texte. J'ai jamais dit ce que tu écris. Tu sais pas lire. Il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels aussi qui lisent pas les textes. Fait qu'ils se font une idée sur, je sais pas quoi, un titre ou... c'est encore là, je veux pas être réducteur. Il y a plein d'analphabètes fonctionnels. Sur Facebook, là... Mais c'est que ça. Tu vois, les commentaires sont tellement différents sur Facebook que sur Instagram, que sur chaque plateforme, tu retrouves une tranche de gens, là. On s'entend. Je suis en spectacle à Québec, à Trois-Rivières, à Gatineau. Toutes les dates. J'ai hâte de vous voir. Est-ce que tu viens à Gatineau? C'est ça. Solange, c'est comment je te dirais bien ça? J'ai 2 fois à Gatineau. non, mais volé. T'écris juste en haut. Fait que, ils ont vu une image, puis attends. Les gens ne lisent pas. Fait que, moi, non, ça me dérange plus ben. Souvent, je m'amuse même à leur répondre. Ben, c'est parfait. Je pense que la pandémie a créé, tu sais, les antivax puis tout, là. Ça fait 5 ans, là, maintenant, là. Encore fin de semaine, je suppose. Est-ce que tu vendu de Lego? Je fais comme, les gens, ils oublient pas, comment ces ça gens-là. se passe, la vie en 2020, toi, Kevin?
J'ai envie qu'on parle un peu de tes œuvres, parce que, puis les choses que tu as écrites ou les spectacles, les films, les séries dans lesquelles tu as participé, parce que Camille et moi, en se préparant pour l'épisode, on réfléchissait à quel point il y a comme un ancrage dans la réalité, dans ce que vous composez. Tu sais, entre autres, par... Le Mirage, le Guide de la famille, pas moderne, voyons, je Parfaite. toujours. Parfaite, le Guide de la famille parfaite. Puis là, ton L'œil du cyclone nouveau... aussi. L'œil du cyclone. Hey, Très relatable. c'est la de vraie vie, là. Je sais. En fait, on a tous toute une façon d'écrire. Il y en a qui écrivent du fantastique, il y en a qui écrivent de l'horreur. Moi, je suis même pas capable de faire ça. Je serais pourri. Mais on en développe une série d'horreur présentement, là. Je lis ça au bureau, je donne mes commentaires, je fais comme « Mais prenez ce que vous voulez, là, parce que je me sens vraiment pas la meilleure personne pour juger des codes pour ça, tu sais. » Moi, ma façon d'écrire, c'est ça. C'est d'observer des choses dans la vie des gens, puis de dire « Ben, je vais aller parler de ça. » Tu sais, je vais aller... Moi, ce qui me vient comme question, c'est que, puis là, je veux faire attention à ce que je vais dire, mais souvent, on imagine que parce que tu as bâti une grande entreprise, parce que tu es justement dans le monde des médias ou que tu as plus de sous, tu es loin ou moins connecté avec la réalité. Oui. Puis en plus, là, tu viens de nommer que tu as une famille d'entrepreneurs, que tu as grandi dans des grandes entreprises. Comment tu fais pour autant te sentir ou créer des œuvres qui sont connectées avec le vrai monde? Parce que Hey, tu c'est es une une bonne vraie question, personne, ça. mais... Une très bonne question, puis c'est quelque chose qui m'agresse. Oui. Ouais, qui m'énerve bien gros parce que c'est vrai que, selon certaines personnes, parce que, mettons, tu as des revenus ou quoi que ce soit, tu ne saurais pas ce que le public pense. Puis, il vit. Puis, je suis en désaccord avec ça complètement, en lisant, en rencontrant du monde, en parlant avec du monde. Je parle beaucoup pour essayer de comprendre, je lis beaucoup pour essayer de comprendre. Et je pense à être au diapason pas mal de la société dans laquelle j'évolue. Puis mes enfants, je veux pas qu'ils vivent comme des spoiled brats. Puis, oui, par définition, sont un peu spoiled brats. Mais quand même, je veux qu'ils travaillent puis qu'ils gagnent leurs choses. Mais donc, moi, je veux pas perdre cette affaire-là. Je veux pas... C'est pour ça que lire beaucoup à travers les journaux, à travers les commentaires des gens sur un article. Parce que là, on a parlé tantôt des épais, mais il y a plein de gens super articulés qui vont parler hey, moi, je suis en désaccord, ou moi, je vis telle situation. Tu fais comme ouais. Puis là, je pars, puis je m'en vais, que ce soit dans ma famille ou bien au bureau, puis j'échange là-dessus comme hey, moi, je pensais pas ça. Comme ben oui, c'est comme ah ouais, hein, tu sais. Des fois, oui, je peux tomber dans une chambre d'écho de certaines choses. Mais c'est pas ce qu'on sent quand on lit, quand on écoute, quand on entend. Jamais on le sent. Non. Alors que tu pourrais facilement le devenir. Je pourrais probablement le devenir, mais ça c'est quelque chose... je m'efforce de pas devenir cette personne-là parce que c'est un piège, tu sais. Mais faire des spectacles aussi, être devant le monde, puis aller en voir, tu sais, on produit, nous, au bureau, là, 7, 8, je sais plus, 10 artistes sur scène. Il faut que j'aille les voir à un moment donné, voir son rendu dans leur développement, puis tout. Fait que tu vois de quoi ils parlent, puis tu entends la réaction des gens. Ça rit-tu, ça rit-tu pas? Non, les gens ne l'ont même pas pogné. Les gens, non. Les gens s'en crissent de cette affaire-là. Mais ça, ils réagissent. OK, ça veut dire quoi dans leur vie? Fait que ça, c'est bien important, tu sais, puis... Là, je m'en vais en faire un nouveau là, dans un mois. Je sais pas quand ça va sortir, là, notre entretien, mais... Dans un mois, Dans un mois, à peu près. Mais je vais commencer le tournage. Parler, un film qui, pour l'instant, s'appelle Françoise. François.e, où je joue un homme de 50 ans, scénariste, qui travaille plus. Puis pour travailler, il fait croire qu'il est trans, qu'il est une personne trans. Fait que... mais il l'est pas du tout. Fait que à travers ça, je veux parler de la différence dans notre monde, de notre rapport à la différence, de
de l'ouverture par rapport à l'autre. Là, c'est une personne trans, mais ça pourrait être n'importe quoi, parce que dans le fond, il est juste question d'ouverture puis d'empathie par rapport à l'autre. Parce que moi, c'est quelque chose qui fait super peur présentement. Tu vois, là, dans ma réflexion sociale, là, quand je vois Elon Musk, puis J.D. Vance, puis tous les Trump de ce monde, on dirait que l'empathie est vue comme une faiblesse. La peur de l'autre, si elle n'est pas comme nous. Moi, la vérité derrière les personnes trans ou autres, je ne prétends pas à avoir la vérité. Moi, je respecte juste comme... Tu te sens comme ça? OK. Je suis qui, moi, pour dire que ça se peut pas? T'as pas le droit. Peut-être que dans 25 ans, 30 ans d'ici, on va regarder ça rétroactivement, on va faire comme... Hey, c'était complètement ridicule comment on réagissait en 2025, tu sais, par rapport à ça. On sait très peu de choses. En tout cas, moi, je considère que j'ai très peu de certitude dans la vie. Dans la vie, c'est des hommes et des femmes. OK. 16 où? La Bible? OK, tu viens de me parler. Fait que, tu sais, donc, j'ai envie de parler de ça, de l'ouverture vers l'autre, d'apprendre, de tendre la main vers l'autre. C'est vrai en autisme, on fait les chandails différents comme toi. Fait que, à travers ça, je sais que le prochain film va faire jaser terrible. Bon, ça va être grave, là. Le 10%, il va s'exprimer fort. Mais... T'as pas peur d'aller là? M'en sacre. M'en sacre. Les gens intelligents vont comprendre. Les gens qui veulent comprendre vont se poser la question. Si tu te fâches et tu me traites de ci pis de ça, tu veux pas comprendre. Ça te tentait même pas d'avoir une réflexion. Ça te tente même pas d'échanger. Fait que, fuck off. Est-ce que c'est cette... parce que ça semble être profond en toi, puis ancré dans tes valeurs, tu sais, l'ouverture d'esprit, puis le fait que, ben, il y a pas trop de différence, finalement, entre les gens. Tu sais, on est tous des humains à part entière. On a tous une différence quelconque. Ben, exactement. Est-ce que c'est un peu cette philosophie-là qui t'a apporté vers tu sais, la création de la Fondation Véro et Louis, ou quel est le lien? Ah ben, le lien, j'imagine qu'il va très loin, là, dans le sens que moi, ma soeur est venue au monde avec la paralysie cérébrale. Elle a manqué d'oxygène à la naissance, donc elle est en fauteuil roulant depuis toujours. Fait que toute ma vie, j'ai eu une soeur handicapée qui ne marche pas, mais qui est super bright. Ça a jamais... Elle étudie justement à l'Université de Sherbrooke en psychologie, elle travaille avec le gouvernement fédéral. Elle est super bright, ma soeur. Là. Elle écrit de la télé. Là. Elle a le goût d'écrire son histoire. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais elle a commencé à écrire. Elle peut faire plein de choses, ma soeur, également. Fait que, elle est comme moi, elle est frondeuse, elle est baveuse. mais elle ne marche pas. Fait que j'ai appris très jeune, tu sais, qu'on est différents. Puis que la différence, ça m'a amené à rencontrer plein de personnes handicapées. Puis qui, comme tout le monde, ont leurs forces, leurs faiblesses. Ils ont plus de limitations souvent, plus de défis. On se dira pas, on va être honnête. C'est-à-dire, quand ta journée peut être fuckée par un cadre de porte sodo, là, t'as des limitations, tu sais. T'es vulnérable. Fait que moi, ça m'a ouvert beaucoup sur les autres, sur apprendre la réalité des autres. Quand t'apprends sur les autres, même les gens qui ont l'air... socialement, on va dire, en pleine santé, quand tu creuses, c'est comme, psychologiquement, il y a des lacunes, il y a des manques, il y a des trous, puis il faut les comprendre. On traîne tous et toutes notre bagage de jeunesse, de relations avec nos parents, qui, eux, ont leurs problèmes avec leurs parents. On traîne tout notre petit bagage. Puis même si on a l'air bien beau puis belle, là, c'est pas tant si beau puis belle en arrière, tu sais, fait que... Puis à maintenant, vieillissant, il y a des choses qui nous rattrapent, fait que faut que moi, bref, tout ça pour dire que ce soit une limitation physique, psychologique ou quoi que ce soit, un syndrome ou une maladie, je me dis, pourquoi on tend pas la main vers l'autre plutôt que de faire comme, non, pas comme moi, ça. Pas comme moi, là. On va rester chacun dans nos réalités. Ça m'énerve. Est-ce que c'est ton why? Mon why? Le why, pourquoi j'avance? Oui. Je sais. Peut-être. Mon vrai why, ce serait quoi?
Mon vrai ouais, ce serait plus de bousculer, en fait. J'aime bousculer. Ouais, bousculer, provoquer. Et pas autant au sens péjoratif, soit, mais provoquer une conversation, provoquer une réflexion, provoquer... Il y a beaucoup de bienveillance dans la provocation, on peut dire. Ben, ça dépend comment tu l'abordes. Je trouve que Donald Trump a ça aussi. Ben, je le sens pas tant dans la bienveillance. Non, moi non plus. Mais la provocation, il maîtrise. Oui, totalement. Mais tu peux provoquer pour générer une réflexion. Tu sais, je disais, le guide de la famille parfaite, c'était pour générer une réflexion sur peut-être que les enfants ont un peu de pression, beaucoup trop de pression. Le mirage, c'est sur la surconsommation. Là, c'est ça. Puis si tout va comme prévu dans la prochaine année, je vais en réaliser un autre film là, qui est sur la place du plaisir dans la vie des femmes. Je trouve que... Puis je le fais avec une femme, là, avec Rachel Gratton, là, mais l'idée des filles, on leur demande, tu sais, de soyez... prenez votre place sur le marché du travail. Vous pouvez devenir présidente, patronne. Parfait. Puis après ça, ben, quand tu arrives avec une famille, ben, la femme a souvent encore une grande partie de la charge mentale. Est-ce que c'est 50-50? On peut peut-être y aspirer, mais je crois pas que c'est encore rendu complètement là. Si je suis bien honnête, je regarde même chez nous. Moi, je travaille, ma blonde travaille, mais il y a des dossiers qu'elle est vraiment meilleure que moi. Puis, en tout cas, bref. Il reste quoi pour qu'une femme, quand elle a tout ça, t'as tout. Qu'est-ce qui te reste pour t'amuser? C'est quoi le temps que t'as pour t'amuser? Là où les hommes, on a souvent une ligue de hockey, petit poker en chum. Mais c'est qu'on le prend pas, ce temps-là. Non. Moi, pour le vivre, là, trentaine, mi-trentaine, les amis sont d'un bébé, d'un ci, d'un ça, puis les gars, ils sont tous là à le prendre, le temps. Ils le prennent, ça leur appartient, ce temps-là, le hockey, le dimanche soir. Ça revient à 2 h du matin, c'est pas grave. On a de la misère à s'organiser un souper par mois. Puis on se sent coupable pendant le souper. On dit, hey, là, les gars sont avec les enfants, puis... Hey, on s'en fout, là. C'est pas grave, mais c'est tellement difficile de... Puis ça, moi, j'ai été... Ça, c'est une façon d'être éduqué, I guess, tu sais. Mais c'est comme... C'est drôle, parce que je parlais de ça dans un souper. J'étais comme, les filles, pourquoi on y va pas? Pourquoi on y va pas, nous, au spa, une fois par semaine? Tu sais, c'est quoi qui nous empêche de faire ça? Mais il y a quelque chose de plus fort. Je sais pas si c'est un mouvement de société où il y a une espèce de pression. Tu sais, je pense peut-être à un certain niveau, même biologiquement, quand on est fait, l'instinct maternel, il y a une charge mentale... Aussi. Peut-être plus présente chez la femme? Je sais pas, mais c'est un... Je pense qu'il y a des patterns, des grands-mères, aux-mères, puis c'est long avant de défaire ces grands plis-là. Ouais. Mais on est peut-être rendu là, tu sais, à les défaire parce que, tu sais, je sais pas comment ton chum réagirait. Le mercredi soir, j'ai ma ligue de pickleball. Ben, nous autres, les gars, dans ma gang d'amis, moi, j'ai pas de chum, là. Mais mettons, moi, quand j'étais en couple, j'étais comme eux autres. Je voulais pas aller souper. Je voulais que les soupers soient faits. Puis là, la meal prep, puis le dimanche. Puis là, je suis sortie du couple, puis je suis comme, pourquoi je prenais pas le temps? Puis là, je suis toute seule, fait que je l'ai le temps, fait que je le prends. Mais on dirait que je me questionne beaucoup en ce moment sur comment la prochaine fois je vais le prendre, ce temps-là, pour pas devenir fru. C'est pour ça que je veux faire ce film-là. Sur la place du plaisir dans la vie des femmes. C'est important pour n'importe quel être humain. Peut-être du fun. N'importe quoi. Un fun que les gars n'ont pas de difficulté à s'octroyer. Oui. Ils le prennent. Ben oui, ils le prennent, puis ils nous disent. Nous autres, les gars, dans ma gang d'amis, je peux pas dire que les chums disent pas ça. Le chum de ma meilleure amie doit m'appeler une fois 6 mois pour dire « sors là ». Fait quelque chose, faut qu'elle sorte, faut qu'elle le fasse d'elle-même. Ouais. Puis on le fait juste pas. Puis moi, pour les avoir jugés bien gros en étant longtemps célibataire, avoir été dans un couple, faire comme eux autres, puis sortir du couple, faire « ah, mais je veux plus reproduire ça, mais comment je vais faire? » Ouais, Chloé, prends des notes. Oui, c'est ça. Prends des notes, mais c'est un rabbit hole de société, totalement. Cette affaire-là. Mais félicitations, par exemple, d'écrire des œuvres puis de mettre en réalité des choses que les gens... La vraie vie, puis ce que les gens vivent, c'est vraiment, vraiment hot. Mais moi, je me demande où c'est que ça devient, toutes ces idées-là. On dirait que je t'imagine en ce moment assis sur une roche, là, sur la plage, à penser à la société, tu sais. Ça te pop nowhere, les idées, ou... Comment ça vient à toi? Je ne sais pas, mais tu sais, je sais que aux 2 mois, là, j'écris un billet dans le magazine Véro. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je vais m'asseoir, je vais aller prendre une marche. J'aime ça marcher. Je prends des marches, je réfléchis.
Juste comme, OK, je pense quoi de telle affaire. Ou quand j'écoute les nouvelles, il y a quelque chose qui vient me chercher, là, ça me gosse. Pourquoi ça me gosse? Qu'est-ce qui me gosse là-dedans? Fait que j'essaie après ça d'approfondir ma réflexion là-dessus, puis voir qu'est-ce que je pourrais en faire. Le spectacle, c'est ça aussi. Le spectacle, j'allais faire des entrevues, puis on me parlait juste comme... Autant quand j'étais plus jeune, on me parlait de comment je m'étais planté. Là, il arrive, on oublie, puis il y a une nouvelle vague d'animateurs, animatrices. Ils sont plus jeunes, des fois, ils n'étaient pas là. Puis là, ils te parlent de « Ah, là, ta compagnie, il y a tant d'employés, tu as fait tant de shows cette année, il y a tant de box-office pour un film. » Comme si, tu sais, tu avais la recette du succès ou tu étais le roi du pétrole, là. J'exagère un peu, là, pas que je... Mais la perception ou la vision qui était envoyée vers moi, je revenais chez nous le soir puis je disais, c'est pas vrai. La façon qu'on me regarde, puis la description qu'on a fait de moi aujourd'hui dans cette entrevue-là est fausse. Autant que quand, il y a 20 ans, on disait que j'avais aucun talent puis que j'étais un idiot, là aussi, je trouvais que c'était faux. Puis quand on me dit que c'est donc super, bien, ça aussi, c'est faux. Et la vérité est quelque part entre les deux. Puis c'est là que j'ai eu envie de faire un spectacle où j'explique que j'ai eu des ennuis physiques, que j'ai fait un burn-out, que j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis un éternel insatisfait, je suis jamais capable de m'arrêter. Je fais comme, OK, là, je vais arrêter, là, je vais arrêter, là, je vais relaxer. Quelqu'un me présente un projet, je m'allume. Là, je suis parti. Le lendemain, quelqu'un me présente un autre, je fais comme, ça, c'est bon, ça va marcher. On y va. Ma blonde, mon adjointe sont comme, tu dois pas ralentir. Ouais, mais il y a comme un feu que je suis pas capable d'éteindre. Il vient d'où ce feu-là? Ben là, tu essaies de comprendre. Tu essaies de comprendre comment... de provoquer, de bousculer. Oui, provoquer. Ouais, puis il y a aussi de comprendre. De me prouver, tu sais, de me prouver que je suis capable, tu sais, que je vais être capable de réussir. J'en parlais tantôt là, du café froid en canette. Là. Comme moi, je disais, Tréma. Du tréma. Là. Tu dis, OK, moi, ça, je pense que c'est une idée. Mais là, on est parti, puis il faut que je réussisse ça. Là. Il faut que je réussisse ça. On va faire ce qu'il faut, mais il faut réussir. Ben, ça doit bien aller. Moi, je vous vois partout en épicerie, dans les dépanneurs. Oui, on n'est pas encore dans toutes les épiceries. Ça va quand on va sortir, on va l'être un petit peu plus, là, probablement. Puis cool. Costco et tout, ça s'en vient. Wow. Mais on va réussir. On va réussir, mais ça vient avec le temps et le travail. Vraiment, vraiment plus... Pas avec la relaxation et s'asseoir sur une roche et réfléchir. Il n'y a pas trop de temps sans roche. Là. Tu prends-tu des vacances des fois? Oui, quand même. OK. Quand même. Mais tu sais, en même temps, on n'a pas tous la même notion de vacances. Moi, des vacances, là, comme décrocher, là, c'est une affaire que je comprends pas. Pas encore. Un jour, peut-être. Je sais pas. Peut-être un jour. Mais je sais que présentement, genre, j'aime mieux prendre mes courriels en vacances. J'aime mieux prendre mes courriels puis répondre aux gens matin et soir que d'attendre une semaine puis d'en avoir 325. Ben, à un moment donné, c'est ça. Hein? Je veux dire, quand tu l'as nommé tantôt, mais quand tu es un entrepreneur, il y a énormément de dossiers qui finissent par venir à toi. Puis souvent, c'est des dossiers où il faut prendre action, il y a des choses à régler, puis tout ça. Puis c'est pas trop... Honnêtement, à un certain niveau, là, pour les entrepreneurs, c'est pas tant possible de s'arrêter. Tu sais, comme quand tu es dans je veux pas dire le pic de ta carrière, là, mais où je vais en venir, c'est en fin de carrière, peut-être, que tu peux te permettre une semaine sans le téléphone. Mais je veux dire, que ce soit à toi, Louis, toi, Camille, moi-même, tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre une semaine sans répondre à personne. Là, ils ont besoin de toi. Je sais pas comment je ferais présentement. C'est niaiseux, là. Non, probablement que la vie continuerait. Mais si j'arrive, là, la semaine dernière, je suis parti une semaine en voyage de golf entre amis. Mais le matin, le midi, le soir, on était tous dans le monde des affaires. On avait, chacun de notre bar, on avait comme une demi-heure. Là, le soir, 1 heure, on prenait une bière, puis on tourne nos affaires. Puis il y a une forme de... Mais ça fait du bien, parce que sinon, ton hamster, il tourne de qu'est-ce qui se passe à la maison aussi. Ça te permet de régler aussi qu'est-ce qui se passe. OK, c'est correct, ça va bien. Ça va bien. Souvent, c'est tes clients. Mm-hmm. Tes clients t'écrivent, puis tu peux pas leur dire... Puis difficilement, là, les autres, il y a un problème là, ton client. Reviens-moi dans une semaine. Ben non. Ça marche pas tellement. Là. Si le toupette est trop court, là. Ouais. Louis, merci beaucoup de t'être joué à nous. Ça finit donc bien mal, cette affaire-là. On finit ça si le toupette est trop court. Faut que ça pousse. En plus, il n'y a rien à faire.
ça. J'adore. Ben, merci de te joindre à nous aujourd'hui. C'était vraiment chouette de jaser avec toi. Puis, bien entendu, il y a tellement de projets dans lesquels tu es impliqué. Il y a des choses qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, mais on jugeait pertinent de se plonger un peu dans ta réalité de dirigeant, dans comment tu voyais ça, parce que la majorité de tes projets sont disponibles en ligne, que ce soit par ce que tu produis, que ce soit par Tréma, que tu as mentionné, qui est la nouvelle boisson des cafés en canette. Oui, c'est café latte. Café latte, d'ailleurs. Fait que, voilà, plein de beaux projets. On te souhaite beaucoup de succès. Ben, merci beaucoup. J'espère voir ça sera un film ou une série, pardon, t'as dit pour le plaisir pour les femmes? Un film. Un film. Ça va se passer. Ouais, j'espère voir ça. Ça serait cool. Je suis sûre que ça aussi, ça va faire jaser. Oui. Puis, au plaisir. Bonne fin de Merci. journée. Je serai à Sherbrooke au mois d'octobre. Ah! Pour ton show? Ouais. Vous viendrez? Mais Vous certainement. êtes là, moi, là, je vous invite. T'es gentil. Merci. Merci. Ah, merci.